personnes qui sont en face de toi, là, pour le troisième rangée, c'est des responsables du réseau Technosciences, ceux qui font l'animation ici à Sherbrooke, dans la région d'Antilles, pour les débrouillards. D'accord, très bien. Je les saluerai tantôt. Oui, je l'aurais présenté tantôt, François. C'est des étudiants de genre philo? Je sais pas en fait, je sais pas du tout. Ce sont des étudiants de philo. Éducation. Mais oh, il est 10 heures pile. Moi, je pense que je vais avoir trop chaud. Je vais laisser tomber la veste. Tu l'as vu tantôt? Malheureusement, ils m'ont fait... C'est un cadeau que j'ai eu de mes employés. Mais le Bepo, il est très bas. Fait que sur les photos, on ne le voit pas. Il faudrait que... Faut que je tienne ma cravate comme ça. tu fasses un double... Tu fasses un Windsor. C'est ça. Ça peut pas être... Mais là, mais ça peut pas être raccourci si on s'en tire plus, là, non? Ouais, mais bon. Oui, mais là, le petit bout ici, faudrait que je le replie. C'est tellement difficile de trouver la bonne proportion. Oui, ah, oui? Exact. Hein? Mais je l'ai eu du premier coup ce matin. Ah, oui? Bon, mais souvent, ça va me prendre 3-4 fois. C'est ça. Trop bas, trop bas. Je connais pas la longueur totale ou bien le... la mode masculine. Faut que ça arrive juste à la ceinture ou un petit peu... Non, c'est parce qu'on dit toujours les un vrai femmes, struggle. il faut que, etc. Ça prend Non, les hommes aussi, ils souffrent juste pour mettre une cravate. Ah oui. Souffrir... c'est quelque chose, hein, la cravate. Là. Quand on ne serre pas le dernier bouton ici, là, on n'a pas de problème. Maintenant, ça ou une gaine, c'est comparable. Ça ou une gaine. C'est ça. Ouais, je sais pas. Maugé, ouais. De toute façon, je l'introduirai parce que comme c'est l'équipe de la chaire. Non, mais voilà. Mais... Je peux massacrer son nom. Non, ne massacre pas son nom. Mais il y en a plein qui sautent des fois le Maugé puis qui disent juste Lavigne. Bonjour, madame Lavigne. Ça m'arrive à peu près une fois par semaine. Comme Marc-André. Tu dis pas Marc-André, par exemple? C'est bon? Je choisissais. OK, je vais vérifier qu'on est... moi, je parle. Bonjour. Oui, c'est bon? Je sais pas comment vous m'entendez. Donc, ce cycle est web diffusé, donc on essaie d'être bon pour parler au micro et ainsi de suite. Donc, bonjour. J'avais un papier qui vous disait, donc les exemples abondent, hein, vaccins, intelligence artificielle, jeux vidéo, avec mon fils c'est jeux vidéo en fait, glyphosate, hein, donc pesticides, c'est des sujets qui font controverse dans l'espace public en mélangeant connaissances scientifiques, déploiement technologique, valeurs, craintes et espoir. Il y a clairement des mauvaises façons de se faire une tête sur ces sujets-là. Donc, une première question, c'est quoi les façons recommandables, hein, de se faire un avis sur des sujets qui font controverse? De plus, ce cycle de conférences se demande comment on peut contribuer à développer chez autrui, donc par l'éducation formelle, mais aussi l'éducation citoyenne, la compétence à se former des opinions raisonnées sur des sujets socio-techniques chauds. Donc, le cycle de conférences dans lequel cet événement s'inscrit vise à répondre à ces deux questions. C'est un cycle de conférences sur l'éducation citoyenne aux controverses socio-techniques. C'est co-organisé avec César Santos, qui est doctorant en éducation et prof de chimie au Cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, et moi-même, donc prof de philosophie ici à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche en épistémologie pratique. On en est déjà à notre 4e conférence du cycle.
notre première de 2018. Donc, n'ayez crainte, hein, si vous n'avez pas vu les 3 autres, elles sont toutes disponibles sur YouTube. Donc, elles vont être archivées, j'espère, jusqu'à la fin du monde. Donc, vous pouvez, mais empressez-vous d'aller les voir parce qu'elles sont bien intéressantes. Je fais tout de suite une annonce parce que je vais probablement oublier à la fin de cet événement. La prochaine conférence, donc la prochaine conférence se tiendra le jeudi 22 février, encore à 10 h, encore dans ce merveilleux lieu ici à l'Agora du Carrefour de l'Information. Et le sujet va être la pensée critique au collégial, avec un grand spécialiste de la question qui est Jacques Boisvert. Donc les questions ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire de favoriser le développement de la pensée critique chez les jeunes adultes au cégep? C'est quoi les défis et c'est quoi les voies prometteuses? Donc ça, c'est la prochaine fois, le 22 février. Aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui, eh bien, on l'a intitulée « Les débrouillards rencontrent la philosophie ». Et je dois dire que je suis vraiment très heureux, puis même, je n'utilise pas souvent ce mot-là, mais je suis honoré d'avoir les intervenants d'aujourd'hui. Donc, du côté, donc c'est une rencontre, hein, il y a comme 2 côtés qui se rencontrent. Il y a la philosophie et les représentants de la philosophie, ici, on a 2 représentants. Donc, on a Marc-Antoine Dillac, qui est professeur de philosophie au département de philosophie de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique. Donc, Marc-Antoine, disons-le comme ça, c'est un modèle pour moi d'un philosophe qui investit beaucoup d'énergie pour que la philosophie soit socialement pertinente. Donc, je vais juste mentionner 2 initiatives. Donc, son implication récente dans des initiatives sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Donc, il y a de nombreux sujets chauds, c'en est un. Et aussi ses nombreux projets en philosophie pour enfants. On a aussi donc Marie-Ève Mauger-Lavigne, qui est enseignante au Cégep de Sherbrooke, aussi au Cégep Lionel Groulx, qui a une maîtrise en philosophie politique et qui donc collabore avec Marc-Antoine et bien sûr avec les débrouillards dans le projet dont ils vont vous faire part très bientôt, quand je vais me taire. Et du côté des débrouillards, donc sans porter ombrage à mes collègues philosophes, là, on a nul autre que Félix Maltais, qui est le fondateur du mouvement pour les jeunes, qui est les débrouillards. Donc, c'est en fait une expression de Félix de dire que c'est un mouvement. Puis je trouve que c'est une très bonne idée de le nommer comme ça. Je suis honoré qu'il soit ici parce que ce mouvement qui est initié par Félix, c'est en fait en grande partie ce qui m'a formé, qui a fait mon éducation scientifique et qui a construit mon intérêt pour penser l'activité scientifique comme un phénomène de société. Donc, j'ai bien sûr été abonné aux débrouillards quand j'étais jeune, mais j'ai aussi eu les livres d'expérience des débrouillards. J'ai regardé l'émission de télé des débrouillards et j'ai même été un campeur au camp de vacances des débrouillards. Et je suis fier aujourd'hui, en fait, que mes enfants sont des lecteurs assidus. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit échantillon de notre collection personnelle à la maison. Donc, Les Explorateurs, qui est le petit frère des débrouillards. Donc, le présentement, je n'ai pas d'enfants qui lisent ça. Ils sont rendus trop grands ou trop petits. Les Débrouillards, bien sûr, la revue qu'on connaît depuis longtemps. Et maintenant, donc, mon plus grand qui lit Curium, donc la revue pour les 14-17 ans. Donc, je suis fier de faire partie encore du mouvement des débrouillards à travers donc mes enfants. Juste une anecdote, mon fils de 13 ans m'a dit qu'il allait pouvoir être le centre d'attention à l'école aujourd'hui pendant 5 minutes, puis il paraît que 5 minutes, c'est long, avec cette nouvelle génération, lorsqu'il dira que son père organise un événement avec le fondateur des Débrouillards. Donc, pour une fois, mon fils était fier de moi. Donc, j'arrête, je me tais, je laisse la place aux intervenants. Ils vont parler autour d'une 50aine de minutes. Ensuite, on va avoir une période de discussion avec la salle. Je vais vous demander, bien sûr, questions, commentaires. Allez-y, on veut vraiment avoir une belle discussion ouverte sur un projet passionnant. Allez au micro quand vous voulez intervenir. Comme je vous ai dit, il y a une captation vidéo-audio de l'événement. Pour que les gens entendent, lorsqu'ils vont vous écouter en ligne, entendent bien la discussion, c'est important d'aller au micro. Alors voilà, je me tais et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, François. Bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui.
Moi aussi, je suis honoré de parler à des gens qui s'intéressent à la philosophie et aux sciences. C'est la première fois depuis que les débrouillards s'intéressent à la philosophie que j'ai l'occasion de le faire. Alors, c'est une première pour moi. Soyez indulgents si je trébuche parfois. Merci François pour ta belle présentation. Tu m'as invité, j'aurais pas besoin de faire la publicité de nos magazines. Tu l'as fait et c'est encore mieux quand ça vient d'un utilisateur que du vendeur lui-même. Alors voilà. Et effectivement que le Débrouillard, c'est un mouvement éducatif, scientifique. Et une partie très importante, moins visible peut-être que le magazine, mais c'est tout le parti animation sur le terrain. Et je suis très heureux de voir ce matin dans l'assistance ma bonne collègue Nathalie Pitre, qui est responsable des animations des Débrouillards pour l'Estrie depuis une vingtaine d'années, et une collègue du réseau Technosciences. Alors, bienvenue, fait plaisir de vous voir. La philosophie chez les débrouillards, c'est un long chemin. Ça fait quand même 36 ans qu'on existe et on commence à en faire. Enfin, je me sens un peu honteux de ne pas l'avoir fait avant, un peu frustré même, mais il ne faut pas s'occuper du passé. Ce qui est important, c'est l'avenir, puis c'est cette nouvelle dimension-là qu'on ajoute aux débrouillards, aux explorateurs et à Curium, qui est importante puis qui est vraiment excitante. Un bref tour d'horizon sur justement comment les débrouillards ont commencé puis comment ils se sont développés. C'est sûr qu'au début, notre seul but, c'était intéresser les jeunes aux sciences et par des manipulations, par des expériences dans des livres au début et avec des activités sur le terrain, avec objectif assez simple, aider les jeunes à mieux comprendre les phénomènes qui sont présents dans l'environnement. Pourquoi l'eau va tomber si je vais aller par terre si j'incline mon verre? Pourquoi va rester dans le verre si je le tourne avec une feuille de papier par-dessus? Mais je ne le ferai pas aujourd'hui parce que des fois, il faut faire attention. Nathalie pourrait mieux le faire que moi. Donc, les intéresser à comprendre un peu mieux leur environnement, leur montrer que la science a une place importante dans la société, et qu'un minimum de connaissances scientifiques et d'intérêt pour la science est important à la fois dans sa vie personnelle, pour se débrouiller tous les jours dans les choix qu'on a à faire comme enfant, mais comme adulte plus tard aussi, et dans la vie collective, pour bien exercer nos choix, pas seulement quand on va voter, mais dans toutes sortes d'occasions. Donc, deuxième objectif. Puis le troisième, bien évidemment, c'était susciter un intérêt pour les carrières en sciences. On n'a pas tout à fait réussi avec François, mais c'était pas ça n'a jamais été notre principal objectif, sauf entre nous, sauf quand on rencontre des fois des gens du gouvernement, parce que, on a souvent relevé dans nos 36 ans d'existence de ministères à vocation économique et pour qui les carrières, c'était le plus important. Alors, dans ce temps-là, on avait de quoi, là, on mettait un peu plus de l'avant cet objectif-là. Mais ça a toujours été présent, mais c'est pas fondamental. Et je racontais à François que le président de l'ACFAS, qui est un philosophe, bien, à 12 ans, c'était un voisin des bureaux des débrouillards et il venait nous voir avec ses copains pour jaser avec nous, puis rencontrer notre dessinateur. Et lui non plus est devenu philosophe comme toi. Donc, les débrouillards mènent peut-être plus à la philosophie qu'on pense, finalement. Scientifix, mon mentor et mon alter ego peut-être, disait les sciences, c'est pour faire de l'enfant un peu l'honnête enfant du presque 21e siècle à ce moment-là. Un peu référence à la tête bien faite de Montaigne et à l'honnête homme du 17e siècle, où c'était quelqu'un qui ne savait pas tout, mais qui était capable de comprendre et qui en savait au moins un peu dans beaucoup de domaines. Puis ça rejoignait aussi l'objectif de David Suzuki, notre grand vulgarisateur scientifique canadien, qui lui disait qu'il faut arrêter de former des illettrés scientifiques. Et ma dernière citation, mais je l'expliquerai plus loin, on va former des honnêtes enfants du 21e siècle. On n'en fera pas. On veut pas que la prochaine génération soit une génération d'illettrés scientifiques, mais on veut peut-être que ce soit des chimpanzés du futur. Je vous l'expliquerai tantôt.
Donc, Débrouillard, un mouvement multimédia avec animation, magazine, livres, séries télévisées sur le câble. Avant d'être à Radio-Canada, on a fait du câble. Évidemment, après ça, la télé, le web, les réseaux sociaux. Donc, un mouvement où chaque volet renforcit chacun des autres. Un mouvement où ce côté-là multimédia qui m'était venu, moi, de mon premier vrai emploi, qui était au ministère de l'Éducation, dans un projet qui s'appelait justement Multimédia, et dont le théoricien était Guy Messier, qui était un projet d'éducation populaire en milieu défavorisé en utilisant une combinaison de médias. En théorie, c'était extraordinaire. En pratique, ça ne marchait pas très bien. Mais l'idée de combiner des médias, que chacun renforce les autres, que l'expérience qui est dans une chronique de l'agence Science Presse, qui va dans les journaux régionaux, se retrouve dans un atelier des débrouillards à l'école ou au centre de loisirs, dans un magazine, dans un livre, dans une série télé. Donc, de faire ce qu'on a appelé après la convergence ou tout ça, nous, c'est depuis 1982 qu'on le faisait. Donc, les débrouillards sciences pures, si on veut, pendant longtemps, et pour les 9-14 ans. Après ça, on a développé Explorateur pour les 6 à 10 ans, comme a dit François, et depuis 3 ans, Curium, ou 4 ans presque, Curium pour les plus vieux. Débrouillard, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était à peu près pratiquement le seul magazine pour enfants fait au Québec, en tout cas pour les Québécois, et que peut-être qu'à part les sciences, il y avait d'autres domaines où on voulait exercer une action éducative, où on avait peut-être des valeurs ou des choses qu'on trouvait importantes, qu'on voulait propager auprès des jeunes. Et c'est ainsi que sont nés les hors-séries que vous avez peut-être connus, Sport Débrouillard, où on parle d'activité physique, de participation, d'activité sportive, mais qui n'est pas vraiment axé sur les vedettes, ou très, très, très peu. Et quand c'est des vedettes, on les choisit plus dans les sports amateurs que dans les sports professionnels, mais même si on était très heureux d'avoir Piqué Souban juste avant qu'il soit échangé par le Canadien, il y a 2 ans et demi. Mais donc, le sport et les arts, avec 3 hors-séries sur le sport par année et 2 hors-séries sur les arts et la culture. Encore là, pour inciter les jeunes à participer à l'activité culturelle, soit en s'exprimant eux-mêmes à travers différents projets artistiques, ou en voir des expositions, ou en participant donc comme spectateur ou à différentes activités artistiques et culturelles. Donc, les sciences, les arts, les sports. La philosophie est arrivée après. Moi, j'ai découvert que l'existence de la philosophie pour enfants il y a facilement 15 ans ou un peu plus, en lisant un article dans une revue de pédagogie sur, justement, Matthew Lipman, l'instigateur de ça, du Massachusetts Institute of Technology, son concept de philosophie pour enfants basé sur de la lecture de récits et sur la création d'une communauté de recherche. La classe devient une petite communauté de recherche pour trouver des solutions à des problèmes qui sont posés par les lectures qu'on leur propose. J'ai trouvé ça super, super intéressant. Puis je me suis toujours souvenu, même si je ne me souviens pas des détails, mais ce que j'avais lu dans cette... j'espère le retrouver un jour. C'est un dialogue entre le parent et l'enfant dans la fiction, là, sur le parent qui est fumeur. Et l'enfant qui questionne son parent d'une façon... Le développement de l'argumentation et de la logique est tellement génial que le pauvre parent, il n'y a jamais d'échappatoire. Tu sais. En tout cas, bref, j'ai beaucoup aimé la philosophie pour enfants. Puis d'ailleurs, il y a des vidéos sur le site de l'Université Laval, faculté de philosophie, parce que c'est un prof de l'Université Laval, M. Sasseville, qui a repris les idées de Lippmann, qui a été le premier au Québec à implanter la philosophie pour enfants. Et il y a des entrevues de Lippmann sur le site, des très brèves, là, très intéressantes, où il dit le but de la philosophie pour enfants, c'est d'en faire des citoyens actifs dans la société démocratique et les amener à penser par eux-mêmes. Et là, il déplore que justement, que dans la société, on fournit du prêt à penser, puis on n'encourage pas beaucoup les citoyens, les jeunes ou même les adultes
à penser par eux-mêmes ou à développer leur faculté de raisonnement. D'ailleurs, ça m'a rappelé une anecdote. Ma mère, qui était très bonne et très bien, mais quand j'argumentais avec elle, c'était « arrête de raisonner ». Tu sais? Non, il faut que tu acceptes l'autorité. J'ai décidé que c'était ça, mais oui, mais pourquoi ça? Pourquoi pas ci? Ça? Arrête de raisonner. Quand tu étais tanné, là. Donc, raisonner, c'était pas bien. Tu sais, pourtant, moi, ça me paraissait bien de raisonner, puis de questionner, puis de vouloir trouver une autre solution, mais on nous disait, bien, on se rapporte 60 ans en arrière quand même, là. Peut-être, est-ce que c'est encore ça avec tes enfants? Non, tu leur dis pas d'arrêter de raisonner, hein? Je le savais. D'ailleurs, cette vision-là de Lippmann, de l'enfant qui est capable de se débrouiller, ça m'a rappelé beaucoup un héros de mes 30 ans, c'est M. Neal, le pédagogue anglais, l'auteur de Libres enfants de Summerhill, donc celui qui a créé ce pensionnat-là pour enfants. Et lui aussi, comme M. Lippmann, a une grande confiance dans la capacité des enfants de découvrir ce qui est bon pour eux, le moindrement que nous, les adultes, on peut les placer dans des situations où ils peuvent rechercher, s'exprimer, discuter entre eux, puis trouver les bonnes réponses. Donc, Lippmann, c'est arrivé aussi au moment où je développais chez moi un intérêt pour la philosophie. J'en ai eu philosophie au cours classique. Je suis un produit du cours classique, philo 1, philo 2. Hein, mais à cette époque-là, la philosophie, surtout dans un collège classique dirigé par des curés au Petit Séminaire de Québec, ben, c'était Saint Thomas d'Aquin, puis c'était pas très intéressant pour moi. Mais plus tard, j'ai découvert d'autres aspects de la philosophie, puis j'aime beaucoup, entre autres, Normand Baillargeon, que vous connaissez sans doute, l'ancien prof de l'UQAM en pédagogie, spécialiste de la philosophie. La pédagogie de la philosophie ou la philosophie de la pédagogie, les deux, je pense les deux. Il y a un livre super intéressant là-dessus. Et j'aime beaucoup Michel Onfray aussi, qu'on voit beaucoup dans les médias français, peut-être un petit peu trop, mais c'est bien de voir un philosophe dans la cité. Bon, il y a son style, des fois, qui est un peu tannant, mais sa série Contre-histoire de la philosophie, j'ai trouvé ça génial. Je suis rendu au 6 ou 7e, là. Très intéressant. Donc, vous voyez que quand on dirige une boîte comme les Débrouillards, ben, c'est sûr qu'on essaie de passer nos intérêts, nos valeurs. J'aime beaucoup les sciences, le sport, les arts et la philo. Donc, j'ai commencé à parler il y a une quinzaine d'années à mes rédactrices en chef. Ce serait le fun de parler de philo pour enfants dans un magazine, pour faire connaître ça. Mais c'était des scientifiques, eux autres, et puis ils ne voyaient pas l'intérêt, ils ne voyaient pas comment en parler. Alors, comme chez nous, ben, le groupe est autogéré, c'est pas une dictature, c'est l'autogestion. Donc, les rédactrices en chef et leurs équipes, c'est pas mal elles qui décident des contenus. Fait que moi, tout fondateur ou éditeur que je fus, je ne pouvais pas leur tordre le bras trop. Mais en décembre 2016, en décembre 2016, dans Curium, est apparue une chronique de philo. C'est un prof de cégep qui s'appelle Louis Dugal qui a proposé à la rédactrice en chef de Curium d'avoir un petit mot, une petite chronique chaque mois de philo. Puis les filles ont trouvé l'idée très bonne. Alors, au début, puis c'est encore ça, mais c'est plus seulement ça, c'était la démystification de paroles célèbres, paroles philosophiques célèbres. Donc, comme la première, c'était « Je sais que je ne sais rien », la fameuse phrase de Socrate. Et donc, là, il explique un peu aux jeunes qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase-là. Et il nous présente un petit peu Socrate. Il a fait aussi la phrase que j'aime beaucoup là, de Diogène qui dit tasse-toi de mon soleil, là, à Marc-Antoine, pas à Marc-Antoine, mais à Alexandre le Grand, c'est un autre grand. Donc, à Alexandre le Grand, tasse-toi de mon soleil. Bref, Louis a amené l'idée de chronique philo dans les magazines, puis là, les rédactrices en chef des deux autres magazines, ben, ils ont trouvé ça intéressant. Fait que là, quand je leur ai reproposé l'idée, elles ont dit, ben oui, OK, on embarque, puis on va commencer à chercher comment traduire ça dans les... C'est sûr que c'est beaucoup plus facile dans Curium. Là, ils ont 14, 16 ans, les lecteurs, donc on peut
le rend passé de la philo plus facilement. Ils sont capables de raisonner, justement. Mais pour débrouillards et explorateurs, c'était un peu différent. Ça a pris du temps. Et par hasard, moi, j'ai appris l'existence d'un groupe à l'Université de Montréal qui s'intéressait à la philosophie pour enfants. Alors, c'est comme ça que j'ai été en contact avec Marc-Antoine à partir au tout début de l'été passé, de l'été 2017, et qu'il a rencontré nos rédactrices en chef. Marie-Ève s'est jointe un peu plus tard, cet automne, et on a commencé à chercher comment on pourrait traduire les préceptes philosophiques, comment intéresser les jeunes à la philo, les jeunes explorateurs et débrouillards. Bien, Marie-Ève, ça, tu vas en parler. Je sais que nos rédactrices en chef ont spontanément voulu présenter des situations avec des personnages, avec une petite bande dessinée pour attirer davantage l'attention des enfants. Donc, dans Les Explorateurs, vous allez voir, donc dans Les Explorateurs, les personnages ne sont pas des vrais humains, c'est des espèces de petits monstres, là, sympathiques, mais c'est un petit peu moins engageant pour l'enfant de voir des petits monstres que de voir des vrais enfants comme lui aux prises, des fois avec certaines situations qui auraient pu être problématiques. D'ailleurs, si vous connaissez la revue Pomme d'Api, qui s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans et qui est faite en France par le groupe Bayard, auquel nous sommes plus qu'associés. Donc, Bayard est copropriétaire des débrouillards à 50%. Mais donc, dans la revue Pomme d'Api, il y a une chronique depuis quelques années qui s'appelle « Le petit philosophe », puis elle aussi, elle présente les situations avec des espèces de petits personnages inventés qui sont pas des vrais enfants. Puis donc, par contre, dans les débrouillards, à 10-12 ans, donc là, on utilise des vrais personnages pour présenter des vrais individus, des enfants, pour présenter la situation. Donc, je pense que pour des magazines de science, la science est basée sur la raison, sur le raisonnement, sur le questionnement, sur le développement d'une argumentation, sur la recherche de vérité avec un S, sur le développement de l'esprit critique aussi ou du jugement. Fait que tout ça, ça rejoint la démarche philosophique aussi. Fait que je pense que ça va très bien passer dans les magazines, cette chronique philosophique-là. On est un des rares, le seul imprimé, mais on est un des rares médias au Québec qui s'adresse directement aux enfants, qui est fait ici pour les enfants d'ici, autant nos magazines que nos sites web. Alors, je pense que c'est notre devoir de s'ouvrir au plus de dimensions possibles pour ouvrir l'esprit de nos enfants, leur faire découvrir pas juste les sciences, mais tous les arts, la philosophie, les sports, l'activité physique. C'est encore plus important aujourd'hui, cette réflexion-là qu'il faut susciter chez les enfants, ce développement d'esprit critique et du jugement, qu'il y a 2 phénomènes qu'on connaît. Ben, en tout cas, le premier, on le connaît tous. Tout le phénomène des fake news. Et là, je vais faire une petite publicité, comme tu as fait la publicité de mes revues. Moi, je suis un ardent lecteur depuis plusieurs années de la revue Philosophie Magazine. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle est disponible dans les kiosques. Et là, bien, vous reconnaissez... Donc, y a-t-il encore une vérité depuis que M. Trump et que la vérité a perdu un peu sa place? Donc, je pense que c'est important aujourd'hui encore plus de former des citoyens plus aguerris qui vont développer leur esprit critique parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Puis, il y a une autre menace qui exige des citoyens encore plus d'esprit critique puis de pensée. Et là, je reviens à mes chimpanzés du futur. On a tous entendu parler du transhumanisme, cette espèce cette incursion de la science, de la technologie dans le corps humain pour... Oui, on peut remplacer un cœur et tout ça, mais là, ça va beaucoup plus loin pour augmenter les capacités cérébrales et nous amener peut-être à la vie éternelle. Hein. Si vous lisez Homo Deus
du même auteur qu'Homo sapiens, 2 livres géniaux. Là, moi, c'est ce que j'ai aimé le plus depuis les 10 dernières années dans tout ce que j'ai lu. Donc, lui, il en parle de façon objective, un peu froide, là, de ce que peut devenir le transhumanisme. Mais il y a un chercheur en cybernétique qui avait dit ceci. Donc, un Britannique, en parlant justement des développements futurs. Il y aura des gens implantés, hybridés, et ceux-ci domineront le monde. Les autres qui ne le seront pas ne seront pas plus utiles que nos vaches actuelles au pré. Et ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. Alors, contre ces chimpanzés du futur-là, il y a un groupe de Français qui ont formé une association et qui ont écrit un manifeste qui s'appelle le Manifeste des chimpanzés du futur et qui disent fièrement, eux, « Nous sommes les chimpanzés du futur et nous vous appelons à la résistance contre ce néonazisme surgi des laboratoires. » Alors, développons chez nous, à tout âge, notre esprit critique, notre recherche d'informations, de la vérité, de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Grâce à la philo, ça va nous aider. Et merci de m'avoir écouté. Merci à l'Université de Montréal, à Marc-Antoine et Marie-Ève de nous accompagner dans cette belle expérience de transmettre aux enfants une certaine vision du développement humain qui est beaucoup plus compatible avec nos valeurs profondes. Merci. Alors, ça marche? Ça marche, oui. Donc, merci beaucoup, Félix, pour ces mots. Merci, François, pour cette invitation. Moi, j'ai accepté de venir parler dans ce cadre-là, parce que je crois qu'on partage une préoccupation, c'est le fait de rendre le savoir qui se construit dans certains lieux particuliers comme les universités, les laboratoires, qu'on rende ce savoir accessible au plus grand nombre et qu'on fasse tomber les barrières. Alors évidemment, c'est difficile de faire en sorte que des savoirs techniques, complexes, soient accessibles à tous, précisément parce qu'il faut avoir certaines compétences qui sont acquises dans une formation universitaire longue, mais néanmoins c'est un défi. L'autre chose qui me préoccupe, et je crois qu'on a cette même préoccupation, c'est qu'il n'y a pas de savoir sans des institutions du savoir. Vous pouvez penser le savoir de manière abstraite, ça ne le rend pas existant. Il y a des institutions du savoir qui rendent possible sa formation, et qui rendent possible aussi sa diffusion. Et donc ici, c'est la question de faire en sorte que le savoir scientifique, les savoirs technologiques, qui ont été formés, qui ont été élaborés dans des institutions particulières que sont notamment les universités, eh bien que ces savoirs-là deviennent l'objet de discussions politiques, l'objet de discussions morales, soient rendus à tous dans ces différents aspects. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai accepté de venir. Ça me fait très plaisir d'abord d'être accompagné par Félix. C'était un peu le deal. Mais donc, voilà, c'était l'intérêt commun. Alors, comment on en est venu à discuter de cette collaboration? C'est l'objet de la présentation qu'on vous fait, collaboration entre les débrouillards et alors la philosophie, disons au moins des philosophes et je dirais plus simplement des institutions de la philosophie. Hein. Voilà, je suis professeur de philosophie. Quand on nous présente, on nous présente avec nos titres, nos appartenances, nos affiliations. Donc des institutions de la philosophie et des institutions de la diffusion du savoir. Alors, d'abord, d'où je parle en tant que professeur de philosophie, en tant que titulaire d'une chaire de recherche, la chaire de recherche du Canada en éthique publique et théorie politique. Et c'est dans ce cadre de recherche que j'ai développé un programme sur l'étude
des institutions démocratiques et la manière dont les mécanismes démocratiques, les mécanismes institutionnels démocratiques sont en mesure d'être soutenus par des vertus citoyennes et sont en mesure aussi de former ces vertus citoyennes. Alors, c'est dans le cadre de cette chaire-là donc, que j'ai proposé de m'intéresser plus particulièrement à l'éducation à la tolérance. Mes premiers travaux portent spécifiquement sur la notion de tolérance. Et dans le cadre de cette chaire, il s'agissait donc de discuter de la formation de l'éducation même à la tolérance, et notamment à travers l'école. Et progressivement, dans ces travaux-là, une évidence est apparue, c'est que l'école est sans doute l'un des lieux les plus importants pour disons, la formation des vertus citoyennes ou des dispositions civiques, mais que ça ne se faisait pas n'importe comment et qu'il y avait des activités éducatives qui étaient plus appropriées, des activités pédagogiques qui étaient plus appropriées pour atteindre ce but-là. Et donc, dans le cadre de la chaire, on mène plusieurs types de projets, plusieurs types de travaux, certains qui ne vont pas du tout nous intéresser ici. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'autres interventions sur la corruption, sur le populisme, etc. Mais il y a un projet plus spécifique qui est lié donc à cette préoccupation pour l'éducation morale. C'est le projet que vous voyez apparaître, à savoir le programme Philosophie, Citoyenneté, Jeunesse, qui est récent dans sa forme institutionnelle, mais donc qui remonte à mes premières réflexions sur l'éducation à la tolérance. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'examiner les mécanismes d'éducation qui permettent de former, il manque un verbe dans de former les jeunes citoyens, de faire en sorte qu'on développe leur réflexion, l'esprit critique, les dispositions civiques, ces choses-là, à la fois dispositions morales et compétences cognitives sont liées, afin d'outiller les jeunes personnes contre les préjugés, contre le dogmatisme et contre les fausses nouvelles. Au fond, c'est la mission de la philosophie dès sa fondation. Si on fait commencer la fondation de la philosophie avec la pratique socratique, c'est la mission socratique depuis 2500 ans, tout simplement lutter contre la propagation d'idées toutes faites. Et donc enfin, plus spécifiquement, le programme s'intéresse à la formation de quelques vertus, notamment la vertu de tolérance, de respect réciproque et la recherche de la conciliation. Et je vois dans la salle des gens qui font déjà leurs travaux de maîtrise et de doctorat sur cette question-là. Et donc, à partir de ce moment-là, une méthode en particulier est apparue comme plus appropriée que d'autres, et c'est encore, évidemment, ça fait l'objet de la recherche, c'est tout simplement la pratique. Ça marche pas très bien. Merci. C'est donc la pratique de la philosophie pour enfants et adolescents. Alors, un mot sur cette notion de philosophie pour enfants. Félix vient d'en parler un petit peu. Effectivement, elle naît dans les années 70 aux États-Unis sous l'impulsion de Matthew Lipman. Et puis, le Québec va être véritablement un foyer de réflexion pour la philosophie pour enfants. On l'oublie un peu trop souvent dans le monde francophone parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'activités aussi en France, mais c'est quand même au Québec que s'est déployé les premières expériences et une réflexion très approfondie en philosophie pour enfants qu'on doit effectivement à Michel Sasseville qui est à Laval et à un des professeurs qui exerce ici, à savoir Mathieu Gagnon qui a travaillé avec Michel Sasseville. Alors ces deux philosophes ont développé la méthode lippmannienne avec plus ou moins de fidélité à la méthode lippmannienne pour des raisons qui sont revendiquées. L'idée étant que Lippmann a ouvert une voie, mais que cette voie-là n'est pas exclusive et qu'il y a peut-être des chemins de traverse à explorer. Et donc, on n'est pas limité, si vous voulez, à la méthode qui consiste à
organiser une communauté de recherche suivie avec la lecture de livres qui sont exigeants, une préparation qui est assez longue, mais il a ouvert la voie d'une pratique de la philosophie pour enfants qui soit, j'ai envie de dire, simplement sérieuse, qui ne se contente pas d'être une conversation avec les enfants, mais qui soit une véritable méthode pédagogique. Pour diverses raisons, c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement la méthode que je privilégie personnellement, et je crois que d'autres philosophes pour enfants ont pris certaines licences avec la méthode lippmannienne. On ne va pas rentrer ici dans des discussions techniques, simplement il me semble que c'est une méthode qui est très rigide, et j'avais peut-être besoin par goût de méthodes qui soient plus adaptatives et de méthodes qui soient un peu plus flexibles, qui puissent, j'ai envie de dire, faire feu de tout bois, c'est-à-dire utiliser un peu tous les supports pour engager la réflexion philosophique chez les enfants. Alors, pourquoi j'explique ça? C'est parce qu'à un moment donné, je vais tomber sur les débrouillards et comment on en est venu à développer un support pour la réflexion philosophique. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce programme Philosophie, Citoyenneté, Jeunesse? Il y a plusieurs volets de cette activité. Donc, il y a l'activité de recherche. Je ne vais pas en parler du tout ici. Donc, une activité qui porte sur la réflexion sur l'éducation affective, morale, civique. Donc, vous voyez, c'est plutôt tourné évidemment sur les questions éthiques et politiques. Un volet de formation avec des enseignants qui veulent développer d'autres méthodes et d'autres approches pédagogiques, tout simplement, pas les remplacer, pas remplacer celles qui sont déjà en œuvre, mais tout simplement avoir un éventail plus large. Et puis enfin, une activité d'intervention et de diffusion dans les milieux jeunesse. Ça passe par les classes d'école, par les bibliothèques, mais ça va passer aussi par d'autres supports comme les magazines. Alors, tu peux peut-être... Voilà, avancez, merci. Donc, je vous donne juste des exemples d'activités. On a une activité avec la Commission scolaire de Montréal pour valoriser le nouveau programme d'éducation à la sexualité, qui est en fait un programme très philosophique avec beaucoup de prises pour la philosophie. On a des ateliers dans les bibliothèques de Montréal-Nord. Et donc, on a ces chroniques de philo dans les revues Les Débrouillards et Les Explorateurs, avec deux publics cibles différents. Alors, comment s'est fait cette rencontre et de quoi il en ressort? Alors, d'abord, on est parti d'un constat initial, et puis Félix en a déjà parlé, constat initial qu'on a besoin des humanités, encore aujourd'hui, et puis c'est devenu un thème, je crois, récurrent chez beaucoup de philosophes, sous l'impulsion notamment d'une philosophe qui s'appelle Martha Nussbaum aux États-Unis, qui a rappelé l'importance des humanités dans la formation de nos futurs citoyens, mais aussi de ceux qui exercent leurs droits politiques aujourd'hui. Besoin des humanités, besoin des savoirs philosophiques pour relever des défis qui sont des défis sociaux, qui sont des défis politiques, mais qui sont également des défis environnementaux majeurs aujourd'hui, et les défis technologiques. Et donc, il s'agit justement de recourir à des savoirs philosophiques pour s'emparer de questions technologiques qui font controverse dans l'espace public. La philosophie apparaît alors comme une espèce de boussole intellectuelle, mais de boussole qui ne donne pas le nord en disant quelle est la direction qu'il faut prendre, mais qui dit simplement qu'il y a peut-être des directions qui sont meilleures que d'autres pour atteindre le nord, et que certaines voies sont des impasses. Donc il s'agit de faire en sorte que les individus qui pratiquent la philosophie trouvent leur orientation, mais trouvent leur orientation donc sans avoir à suivre une doctrine en particulier, sans avoir à suivre une conception du bien qui serait imposée par l'enseignant, par le professeur, par la société, par le magazine qui pourrait faire la promotion de certaines valeurs. Ça n'est pas le cas quand on décide de faire de la philosophie avec les enfants. Rencontre donc avec les débrouillards qui part d'un constat commun, et puis rencontre de volontés convergentes.
D'abord, la volonté de part et d'autre de proposer au plus grand nombre d'enfants un accès à la philosophie sans supervision des adultes. Et c'est plus vrai pour les débrouillards que pour les explorateurs, parce que les explorateurs, c'est un public si plus jeune, mais c'est particulièrement vrai pour les débrouillards. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un accès aisé à la philosophie, sans supervision, mais qui rende aussi une supervision possible, c'est-à-dire en fait une collaboration, plus qu'une supervision, une collaboration avec des adultes, que ce soit les parents ou les enseignants, d'où d'ailleurs les fiches pédagogiques qui accompagnent les chroniques de Philo pour enfants, et Marie-Ève vous en parlera en détail. Volonté aussi de proposer un support de réflexion qui soit compréhensible pour le très jeune public, mais qui soit, si vous voulez, comme de la Play-Doh, une espèce de pâte molle qu'on peut façonner et qui donne des prises à une certaine complexité philosophique. Donc un support simple, mais qui offre la possibilité d'élaborer une véritable réflexion philosophique. Et enfin, volonté de rendre à la connaissance scientifique la dimension humaine, la dimension sociale, la dimension politique, bref, la dimension philosophique qui est à la base de toute recherche scientifique. Donc, voilà pour cette idée de collaboration, et on a essayé de mettre en place donc un certain nombre de chroniques dont Marie-Ève parlera. Je voudrais juste pour finir cette présentation de notre collaboration parler en particulier d'un objet controversé que François a évoqué dans son introduction, la question de l'intelligence artificielle. Ce que je voudrais montrer avec cet exemple, c'est à la fois qu'il y a un objet ici, qui est un objet scientifique, un objet technique, un objet technologique, qui est controversé dans l'espace public, et qui est aussi d'ailleurs controversé dans les espaces purement scientifiques. Les controverses entre scientifiques, entre développeurs, sont importantes, mais qui est évidemment controversé dans l'espace public. Parler de cet objet-là de controverse, et aussi montrer comment les institutions, des différentes institutions, peuvent collaborer pour rendre accessible le savoir sur cet objet controversé, en l'occurrence l'intelligence artificielle, et offrir des voies de réflexion aux citoyens, aux citoyennes, et notamment donc aux plus jeunes. Et c'est la raison pour laquelle je voulais évoquer ça, parce que j'avais invité, à l'occasion du forum sur le développement responsable de l'intelligence artificielle, qui avait été donc un forum qui a été organisé par l'Université de Montréal, par le Fonds de la recherche du Québec et par le Palais des Congrès, donc un forum sur le développement responsable de l'intelligence artificielle, au cours duquel on a lancé un vaste programme qui devrait s'achever en décembre 2018 par une annonce finale officielle. Vaste programme qu'est la Déclaration de Montréal, déclaration pour, si vous voulez, une éthique du développement de l'intelligence artificielle. À l'occasion de ce lancement que j'avais présenté, eh bien, j'avais invité justement Félix Maltais pour parler, pour d'abord... C'était pour lire un des principes qui était proposé dans la déclaration de Montréal, et donc pour manifester la présence d'institutions de diffusion du savoir auprès des plus jeunes, d'un savoir qui est philosophique, d'un savoir qui est éthique, dans des revues qui sont scientifiques à l'origine, mais on voit que ces différents aspects doivent être tenus ensemble. Alors à l'occasion de ce forum, et vous voyez Félix, mais vous le voyez ici, voilà. Et alors, ce qui est particulier lors de ce lancement, c'est que vous aviez des professeurs, la directrice du centre de recherche en éthique, Christine Tapollet, mais vous aviez au centre, ici, eh bien, quatre élèves de l'école Guy de Remond à Montréal, avec la directrice de l'école, leur professeur référent, et donc également Félix. C'était aussi pour lancer un signal très fort que la réflexion sur cet objet controversé qu'est l'intelligence artificielle appartient à toutes et à tous, et notamment aux plus jeunes. Donc,
à l'occasion du lancement de la déclaration, est-ce que tu peux juste passer la... ouais, même la prochaine en fait. À l'occasion donc du lancement de la déclaration, oui c'est ça, de Montréal pour un développement donc responsable d'intelligence artificielle, eh bien, nous avions eu l'idée de faire un numéro sur l'intelligence artificielle et donc notamment de consacrer la chronique de philosophie à cette question de l'intelligence artificielle. Et vous voyez ici comment des institutions qui se rencontrent, parce que c'est avant tout ça, même si ce sont des personnes qui montrent leur intérêt, et même si oui, effectivement, je suis intéressé par ces questions de diffusion du savoir, que je donne beaucoup de mon temps aussi pour des activités en bibliothèque et dans les écoles, voilà, pour être au contact des plus jeunes. C'est pas toujours facile, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est vrai qu'il y a cette passion individuelle qui nous unit autour de cette table. Mais au-delà de ça, ce sont quand même des institutions qui favorisent cette passion-là, qui rendent possible ces rencontres. Et à cette occasion, eh bien, apparaît d'un seul coup la possibilité d'une collaboration avec les débrouillards pour la diffusion à la fois d'une réflexion scientifique chez les plus jeunes, mais aussi d'une réflexion éthique, d'une réflexion philosophique sur cet enjeu majeur. Donc voilà quel a été, si vous voulez, l'esprit de cette collaboration. Et je vais laisser la parole, je vais laisser la parole à Marie-Ève. Je voulais la présenter d'un mot parce que c'est pas simplement une aventure individuelle, je l'ai dit, j'ai beaucoup insisté sur la diffusion et sur le rôle des institutions. Eh bien, une chaire de recherche comme celle de François en épistémologie pratique, eh bien, une chaire de recherche, c'est d'abord une équipe. Et Marie-Ève m'a accompagné assez tôt dans ce projet-là, et elle a développé particulièrement les chroniques avec les deux éditrices, les deux rédactrices, pardon, que sont donc Lorraine Smag et Sarah Perrault. Voilà. Oui, donc bonjour. Merci à Marc-Antoine et Félix. Merci pour l'invitation. Donc, oui, moi, je suis là pour présenter, en fait, un peu les détails du partenariat, comment se décline la collaboration, puis finalement, quelle forme ça prend au sein de la revue Les Explorateurs et les Débrouillards, la philosophie pour enfants. Donc, on sépare les chroniques. C'est très important, en fait, dans la démarche parce que, et c'est à la fois deux thèmes. Donc, à chaque mois, c'est deux thèmes qu'il faut traiter. On prend pas les mêmes thèmes et les mêmes enjeux parce que les enfants sont d'âges différents et c'est sûr que ça module nos interventions. Pour les explorateurs, on est surtout dans les grands mots, des thèmes, des concepts, des émotions. Chez les débrouillards, on est plus dans des... à date, pour ce qui s'en vient, disons, jusqu'au mois de juin, des enjeux un peu plus de société, mais toujours reliés à ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie, principalement à l'école, qui est l'endroit où ils rentrent en contact avec les autres. Donc, ça se décline un peu comme ça. À chaque mois, c'est deux thèmes qu'il faut trouver et deux situations qui sont possibles, en fait, de mettre en image, puis de trouver une situation qui va parler aux enfants. Donc, j'ai deux exemples ici. Le premier que vous voyez, c'est sur la peur. C'est paru dans la revue de janvier des explorateurs. Globalement, la scène qui prend forme, c'est trois enfants et ce qu'on peut deviner comme un adulte qui est le bonhomme plus brun, plus grand, qui plonge dans une caverne et qui parcourt la caverne et qui, à travers ça, peuvent vivre des émotions comme la peur ou se positionner comme étant courageux. En bas, tout ce qui est vert, c'est le retour et un peu ce qui permet de lancer la discussion. Je vais y revenir. Vous allez pouvoir le voir de plus près. Donc ça, c'était pour le mois de janvier pour les explorateurs. Et pour les débrouillards, c'est assez concret, là, c'est ça. C'est dans une école, dans un corridor où des enfants... où enfin, on explore la règle qui est ne pas courir dans le corridor, mais où, à la fin, le professeur se met à courir
Donc, pour qui sont les règles, comment sont-elles faites et qu'est-ce qui les justifie? Peut-on les critiquer? Et à travers ça, on pose des questions. Donc, simplement, c'est ça, juste pour expliquer le contexte, on a ces doubles, cette double commande, je dirais, là. Et la collaboration prend forme. En fait, nous, on suggère des thèmes et on essaie de suggérer aussi un synopsis. Ensuite, c'est envoyé à l'équipe de rédaction s'occupe de ça, reçoit nos suggestions. C'est envoyé à un BDiste qui ensuite lui suggère quelque chose et nous, on fait un retour sur le texte. Donc, c'est vraiment une collaboration. On s'envoie beaucoup de courriels et on essaie de trouver l'équilibre entre quelque chose d'intéressant, de stimulant pour les enfants, mais aussi qui dilue pas le contenu philosophique. Et il y a tout un truc autour du choix des mots. Donc, par exemple, si on prend le terme d'équité, comment on peut le rendre concret, accessible. Je vais vous expliquer un peu la démarche, comment nous, on fonctionne, en fait, surtout quand je parle de nous, c'est surtout Marc-Antoine et moi, on se rencontre et on discute beaucoup ensemble avant. Puis, à travers la démarche, en fait, vous allez avoir une idée aussi de comment peut prendre réellement une séance un peu de philosophie pour enfants, comment concrètement on peut l'amener et le vivre avec eux. Le but, un peu, c'est de vous démontrer les ficelles pour que vous puissiez comprendre comment ça peut se décliner par la suite. Donc, c'est ça. D'abord, on identifie un thème général et ensuite, on va dresser une liste de questions qui entourent ce thème général. Questions après qu'on va réutiliser dans le dernier moment aussi de la collaboration, qui est la fiche pédagogique. Ça, c'est pas visible dans la revue, mais c'est accessible pour les professeurs ou les abonnés de la revue. Donc, on leur fournit ce matériel didactique-là derrière. Donc, c'est quand même aussi une part importante du travail. Et à partir de l'identification des questions, on est capable de créer un synopsis. Par exemple, pour le mois de février ou mars, on traite de l'amitié. On s'est réunis, on a soulevé tout plein de questions et on part aussi de ce qu'on connaît comme philosophe au sujet de l'amitié. Et on est arrivé, au terme de quand même un moment de discussion, à la suggestion d'un enfant qui doit inviter des amis à sa fête. Il doit faire, en fait, une liste d'amis. Lesquels veut-il inviter? Et, OK, je veux inviter celle-là, pas celle-là. Pourquoi? Puis, en fait, la BD représente la discussion entre le parent et l'enfant. C'était en février. C'est en février, oui. On peut mentionner que les chroniques, l'intégralité des chroniques, des pages des magazines sont disponibles gratuitement sur les sites web des magazines, comme les fiches pédagogiques qui sont dans la section enseignant, mais c'est accessible par tout le monde. Donc oui, vous pourrez aller lire après tout ce que je suis en train de dire. Donc, et principalement, en fait, ce qui nous concerne vraiment plus comme philosophe, et ce à quoi on est attentif, c'est les personnages qu'on va mettre en scène. Et ça se décline sur plusieurs plans, notamment leurs actions, les émotions et leurs interactions entre eux. Donc, comment les personnages se positionnent les uns par rapport aux autres. Il y a souvent une figure d'autorité qui est présente, donc, ou un parent, un accompagnateur. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il dit aux enfants? Comment on le fait interagir? Il y a aussi des personnages un peu comme contre-exemple. Par exemple, dans la scénette sur la peur, il y en a un qui est très courageux, téméraire un peu, il y en a un très peureux, puis il y en a un autre qui fait un peu le pont entre tout ça. Mais on est beaucoup en fait, quand on les regarde, puis quand on regarde la proposition qui a été lancée, quand on pense au synopsis, quelle prise nous offrent les personnages? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce personnage-là qui est très courageux? Qu'est-ce qu'on peut faire dire à ce personnage-là qui est très peureux? C'est surtout ça à quoi on pense principalement. Et c'est à partir de ça qu'on est capable d'aller soulever des questionnements philosophiques. Fait ici, c'est un exemple assez concret. Là, vous avez le début de la BD sur la peur. Et on les voit à l'entrée où déjà, il y a un personnage qui va dire qu'il a peur, qui est celui qui est orange. Le rouge, le petit rouge, est assez courageux et l'autre, il est plutôt tempéré. Et le brun, je vous disais, c'est l'adulte.
on les positionne déjà comme ça. Donc, allez, on y va. J'aime pas ça quand c'est tout noir. Et l'adulte, ici, on a choisi qu'il se fasse rassurant ou qu'il explique qu'avec la lumière, il allait avoir moins peur. Ensuite, attendez, je vais juste vous montrer un autre échantillon. Vous avez le premier personnage qui prend peur, c'est le bleu, parce qu'il y a des araignées. Et après, on s'est dit, bon, ben, comment on traite ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, l'option qu'on a choisie pour en fait, finalement, offrir une piste de solution, c'est que l'autre orange va soumettre une idée. Non, mais elles sont pas dangereuses, c'est des petites bébites. Et l'adulte va valider ce que l'enfant dit et va dire, bon, ben, c'est bien, c'est vrai, donc tu ne devrais pas avoir peur. Ici, on l'a situé, c'est vraiment sur le plan rationnel. Donc, on explique qu'est-ce que sont les araignées, on explique que c'est pas dangereux et on valide l'enfant dans sa peur quand même un peu aussi. Également, on a aussi un autre moment où ils ont peur et ce qu'on choisit dans ce cas-ci, ce qu'on s'est dit, c'est qu'une approche plus par l'émotion, par la bienveillance, le terme qu'on a mis là-dessus, nous, c'était l'entraide. Bon, ben, je vais te tenir la main, peut-être que tu vas avoir moins peur, parce que ça peut être aussi une façon de surmonter les peurs. Et regardez ici, on a dans la case plus à gauche, on a le premier qui est le rouge qui descend, puis comme, ouais, c'est super rentrer là-dedans. Mais après, bon, ça, lui, nous a permis de questionner les enfants sur le revers de la peur, qui est le courage et la témérité. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait, comment on positionne les personnages et on se pose en fait plusieurs questions, mais si j'avais à vous résumer, en fait, ce qui fait partie de nos considérations, premièrement, c'est est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on explique, est-ce que les personnages, en fait, entre eux, se comprennent et s'expliquent plus que se jugent ou sont prescriptifs et normatifs? C'est vraiment important dans la démarche, c'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup. C'est sûr que ça découle aussi de la méthode un peu Lippmann et Sasseville. Donc, c'est quand même très important de jamais être dans le normatif, dans le jugement. Comme tu ne devrais pas avoir peur ou tu devrais être courageux ou ce n'est pas justifié d'avoir peur des araignées, mais sans l'expliquer, ça ouvre pas en fait le dialogue qui est ultimement notre but. Ensuite, les personnages, est-ce qu'on en a assez ou est-ce que leurs actions permettent d'explorer le thème de long en large? Donc, est-ce qu'on peut avoir des versions opposées, des lectures opposées? Est-ce qu'on est capable de saisir la complexité du thème qui est exploré? Finalement, bon, est-ce qu'après, dans le retour, les questions permettent de susciter la discussion? Et est-ce qu'il y a des pistes de solutions de fournies? Donc, on veut à la fois ouvrir le dialogue, mais on ne veut pas que ça tombe à plat. On veut pouvoir aussi offrir des pistes de solutions. Donc, il faut quand même qu'on pense à tout ça. Il ne faut pas fermer la discussion, mais non plus, il ne faut pas la laisser en plan. Il faut quand même la guider. Le défi aussi est qu'on n'est pas là à la lecture de la BD. C'est soit des enseignants, ça peut être des enfants seuls ou ça peut être des enfants avec leurs parents. Donc, ça peut être interprété de plusieurs façons. Mais nous, justement, on veut pister sur les réflexions philosophiques et les enjeux philosophiques. On tombe pas non plus dans des théories super complexes, mais le but, c'est quand même d'amener des concepts importants ou en fait substantielles. Par exemple, celle sur les règles, on s'est permis d'apporter la notion de coopération, de vie en société, de collaboration. Et en fait, c'est dans le retour que ça va surtout se décliner. Bon, ça, c'était là sur la mythique que je voulais vous présenter. Mais finalement, c'est ça, je vous parlais, on a la scénette avec les personnages, première chose, et dans un deuxième temps, on a tout ce qui concerne le retour et l'analyse. C'est le bandeau vert en bas. Donc, c'est là qu'on utilise nos questions, qu'on les reformule. C'est là aussi que la collaboration prend forme, en fait, vraiment très importante, parce que nos termes de philosophes doivent être adaptés à des enfants de 5 à 9 ans, c'est ce qui n'est pas non plus toujours évident. Donc, c'est là qu'on discute beaucoup avec les rédactrices en chef. Et on est capable, c'est ça, comme je vous disais, à partir des personnages, est-ce qu'on est capable de voir les ambiguïtés ou ce qui demanderait à être exploré. Donc, si vous entendez, je l'ai
le personnage va s'adresser à l'enfant. Donc, est-ce que toi, tu as peur? De quoi et pourquoi? As-tu déjà surmonté une peur? Donc, il y a toujours aussi un premier moment où on s'adresse directement à l'enfant dans le retour pour stimuler la réflexion à partir de lui-même, lui faire sortir des idées à ce sujet-là et vraiment comme l'ancrer dans la réflexion, finalement. Et finalement, et par la suite, en fait, on peut suggérer, donc il y a des moments où il est normal d'avoir peur. La peur peut nous inciter à être prudent. Il y a d'autres moments où on a peur. Excusez, je ne vois pas très bien, en fait. D'autres moments où on peut avoir peur, mais qu'il n'y a pas de danger réel. Donc ici, on nuance. Et parfois, il faut faire preuve de courage. Donc, c'est tous des éléments qui ont été montrés dans la BD. Et on pourrait, avec l'enfant, être, bon, ben, quel est l'enfant courageux? Est-ce qu'il y en a un qui est plus courageux que les autres? Est-ce que le danger était réel dans cette caverne-là? Toutes les phrases sont pensées pour qu'on puisse les ramener aux personnages qui ont été présentés. Et bon, les gens autour de nous peuvent nous aider à affronter nos peurs. Il y a un exemple concret, mais c'est aussi pour ouvrir bon, la discussion. Et ben, nous, on trouvait ça cool parce que ça faisait un lien avec la BD suivante. Mais bon, ça, c'est juste... c'était plus pour nous. Mais en même temps, bon, le but principal était clairement de mettre le focus sur l'enfant qui était bienveillant et les enfants qui s'entraidaient les uns avec les autres. Donc, c'est un peu comment on fonctionne. À la fois, analyse des personnages, on suggère des questions et après, on suggère des pistes de réflexion. Parce qu'ici, en fait, le but, c'est que ça ouvre. Là, on a à la fois le courage qui est traité, la peur aussi en même temps. Et vous avez excusez, le retour pour les débrouillards, il est vraiment plus sur la forme informative. Donc, c'est plus une série de questions que les enfants peuvent lire et d'interrogations et de contre-interrogations, là, sont plus vieux. Donc, c'est un peu le personnage est un peu en dialogue avec lui-même. Puis, ben, nous, à la fin, on essaie de conclure aussi. Donc, la forme est... La forme reste... En fait, c'est la même chose, mais c'est un peu plus détaillé et on peut pousser un peu plus loin. Il y a un peu plus de texte, c'est plus soutenu parce que les enfants peuvent suivre davantage. On est moins vraiment dans l'identification directe avec les personnages. On peut se permettre de plus sortir de la situation. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ça, concrètement, qu'on fait à travers ça. Et avec ça, ben, on a la fiche pédagogique qui fournit le support. Et sinon, ben, on mise sur les parents et les enfants qui pourront s'approprier ça à partir de ce qu'ils vont voir et vivre en lisant la BD. Donc, c'est pas mal ça que j'aurais à dire. Merci. Merci. Alors d'abord, merci pour cette merveilleuse présentation. Merci à vous trois. J'avais une question qui va être un peu plus orientée vers l'organisme Philosophie Citoyenne Jeunesse. Vous avez parlé d'activités que vous faites en bibliothèque et en école, notamment à Montréal-Nord. Je serais vraiment curieux que vous expliquiez un peu plus quel genre d'activités vous faites avec les jeunes et comment vous réussissez justement à faire ce noyau de jeunes qui discutent entre eux sans qu'il y ait la supervision d'un enseignant ou d'un adulte, mais qu'il y a plutôt une coopération. Comment est-ce que vous réussissez à faire cette transition de l'un vers l'autre? Merci beaucoup. C'est la question de la philosophie pour enfants. Hein. Comment on fait de la philosophie avec les enfants? Tout l'enjeu, évidemment, c'est de les amener à coopérer dans le dialogue sans avoir à les diriger. C'est vraiment tout l'enjeu. Alors, d'abord concrètement, puisque vous m'avez posé une question sur quelles sont les activités. Encore une fois, je reviens sur les institutions et comment les institutions fonctionnent et comment on peut aider à ce qu'elles fonctionnent mieux. J'ai des bibliothécaires responsables à Montréal-Nord viennent me voir au département de philosophie. Elles ont besoin de philosophes pour les accompagner à mettre en place une nouvelle activité. C'est l'activité coup de poing.
Lecture coup de poing. Je vous recommande vivement ces livres pour enfants qui, comme le nom l'indique, est destiné à collection qui est destinée à réveiller, si vous voulez, la réflexion, à choquer parfois par les thèmes qui sont difficiles à traiter, le thème de la mort, le thème de l'abandon, le thème de la guerre, mais aussi des thèmes qui sont certainement difficiles éthiquement, mais un peu moins immédiatement émotives, comme les questions relatives à l'environnement, etc. Alors, on vient me voir. Moi, je suis professeur d'université, alors je n'ai pas nécessairement envie tout de suite de m'exposer à la discussion avec les enfants. Et puis surtout, je considère que chacun dans son rôle, il y a des personnes qui sont à même de discuter avec les enfants. Et ce sont les animatrices, les animateurs, les professeurs des écoles. Néanmoins, on fait de l'intervention. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je me rends en bibliothèque. Alors là, ce n'est pas avec Marie-Ève, mais c'est avec un autre collaborateur qui s'appelle Hubert Hamel-Lapointe, qui m'aide beaucoup aussi pour monter ces ateliers. On se met tout simplement en cercle, hein, comme les cercles magiques dans les écoles. Et très important, parce que, vous savez, tout ce qui est physique est un signe, ou un symbole, un signe au sens de la sémiologie. Alors, un signe d'égalité, ça consiste par exemple à s'asseoir au même niveau que les enfants, sur leur chaise. C'est inconfortable quand on est grand, c'est encore plus inconfortable pour François qui est encore plus grand, mais on s'assoit sur la chaise, on se met non pas au centre du cercle, à la périphérie. Évidemment qu'on a un privilège, et on n'a pas besoin d'insister sur ce privilège, parce que le privilège, c'est que nous sommes des adultes, et donc qu'il y a des traces d'autorité dans ce cercle-là. Donc ce n'est pas la peine de les souligner, ce n'est pas la peine de rappeler qu'on est en autorité. Encore une fois, pour reparler des institutions, on est traversé par les règles institutionnelles de toutes parts, et les enfants savent les reconnaître, évidemment. Et ils savent que quand un adulte se met à leur niveau, il reste un adulte. Mais c'est très important d'envoyer ce signe de l'égalité. Une fois qu'on a envoyé ce signe de l'égalité, il faut le faire vivre. Comment on le fait vivre? On fait la lecture d'un support, d'un texte. Ça peut être donc, et on encourage vivement le fait que ce soit les chroniques des débrouillards, mais ça peut être donc les livres coup de poing comme dans les bibliothèques de Montréal-Nord. Ce sera, alors avec les bibliothèques Montréal-Nord, c'est vraiment exclusivement les lectures de livres coup de poing. Dans les écoles, c'est plutôt, j'encourage beaucoup à utiliser un support encore plus court comme les chroniques des débrouillards et des explorateurs. On lance la discussion à partir de la lecture. Lancer la discussion, ça veut dire normalement laisser faire la discussion. Quand on pratique la philosophie avec les enfants, comme d'ailleurs tout simplement quand on travaille avec les enfants, on sait que parfois, et c'est vrai aussi des étudiants, et merci d'avoir posé la première question, mais parfois c'est pas évident. D'ailleurs, François a voulu poser la première question en se disant s'il y a un silence, je vais intervenir. On intervient, c'est ça, on lance nous-mêmes la question. Jamais donc essayer de lancer le débat en apportant une opinion, mais simplement en suscitant un questionnement. Et le susciter, c'est d'abord poser une question. Donc la méthode renvoie à ce que Marie-Ève a expliqué dans notre approche des chroniques. Au fond, il faut faire la même chose de manière physique avec les enfants, c'est-à-dire poser une question, susciter le débat. Et normalement, encore une fois, le débat va prendre forme de lui-même. Je dis normalement. Il est plus vrai en réalité de dire que le débat met parfois une vingtaine, une trentaine de minutes avant de prendre vraiment forme. D'abord, cibler la bonne question, cibler le thème qu'on croit être le thème le plus important. Mais ce qui est crucial pour l'enseignant, pour l'animateur, c'est de ne jamais venir intervenir avec une opinion pour diriger le débat. En revanche, la méthode du questionnement permet de diriger le débat et c'est suffisant. On sait,
je finirai là-dessus parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais on pourra reprendre si vous voulez. On sait que simplement poser une question, c'est encadrer la réponse. Soyons pas dupes, hein. Poser une question, c'est encadrer les types de réponses qu'on va recevoir. Un qui était très fort pour faire ça, c'est le père de la philosophie, c'est Socrate. Hein. Et on se réfère à Socrate quand on fait de la philosophie pour enfants, parce qu'on dit Socrate, c'est la méthode de l'interrogation sans jamais intervenir dans les opinions d'autrui. Mais en réalité, Socrate était, disons Platon, puisque c'est Platon qui le fait parler, était un maître pour guider la discussion simplement en posant des questions. D'accord ? Alors, évidemment, entre la question qui est rhétorique et puis la question qui est complètement ouverte, il y a un juste milieu. C'est ce juste milieu qu'on essaie d'atteindre. Est-ce que c'est complet comme réponse ou il y avait d'autres... Mais s'il y avait d'autres parties que j'ai oubliées en cours de route, n'hésitez pas. D'accord. Ah, le tour à François. Je préfère le lui donner plutôt qu'il se l'arroge. Donc, merci encore d'être là, puis merci pour vos interventions. À chaque fois, je me penche, puis je me dis qu'il faudrait bien que j'apprenne un jour à gérer les micros. Aujourd'hui, oh, regardez ça, hein, j'apprends. Bon. Donc, c'est une question pour vous trois. Ça part d'une remarque de Félix, en fait. Donc, Félix disait... que donc ça a pris beaucoup de temps avant que la philosophie entre dans la revue. Moi, comme maintenant philosophe professionnel, mais comme jeune philosophe avant, en fait, j'avais l'impression que la philosophie était déjà là, en fait, au sens de que c'était pas les débrouillards, tout moins dans ce que je me rappelle, il faudrait peut-être que je retourne dans mes revues, mais c'était pas un pur jovialisme pour la science, qu'on montre les nouvelles inventions, puis ainsi de suite. Il y avait toujours une réflexion sur l'impact sur notre existence personnelle, mais aussi sur les impacts pour la société, puis qu'il y avait des questions de choix, ainsi de suite. Donc, ce que je vois, bien entendu, c'est que là, maintenant, il y a une chronique philo, donc le terme est nouveau. Et donc, j'aimerais ça que vous m'expliquiez, donc, parler de ça, là, qu'il y a philo, maintenant, il y a une rubrique, quoi. Quelles sont les vraies innovations? Moi, j'ai des idées, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est sûr que les débrouillards, on a toujours eu une approche sociale de la science. Hein. Peut-être parce que ni moi, ni les premiers rédacteurs en chef étaient des scientifiques. Depuis 15 ans, oui, beaucoup plus, mais au début, on était des gens de sciences humaines. Et on était conscient qu'on faisait une intervention sociale en faisant de la science. Donc, oui, on a toujours eu ces idées-là en tête, hein, développer l'esprit critique, puis aider les jeunes à porter des jugements sur les situations qui les confrontent, sur la place de la science en société. Mais notre définition de science est très, très large, hein, fait que on parle un peu de tout. Puis quand j'ai parlé d'art et de sport tantôt, qu'on a fait des numéros ou des hors-séries, qu'on fait 5 par année, mais il reste que les arts et les sports aussi étaient présents via la science dans les débrouillards auparavant et un peu dans les explorateurs. Moi, je me souviens quand on a lancé les premiers numéros des explorateurs, il y a 17 ans à peu près, on partait beaucoup des contenus de la revue canadienne-anglaise Chickadee, qui avait existé en français sous le nom de Coulicou. Et ça nous coûtait moins cher. On n'avait pas d'argent pour lancer une nouvelle revue. Donc, en prenant des contenus déjà faits, ça nous coûtait beaucoup moins cher. Mais j'avais tenu, moi, à ce qu'on fasse le lien entre science et art dans les explorateurs. Si on parlait de la constellation d'Orion, je disais qu'il y a une toile célèbre de Jean-Paul Lemieux. On montrait une photo de la toile de Jean-Paul Lemieux avec la constellation Orion et des choses comme ça. Donc, il y a toujours eu un esprit beaucoup plus large que l'esprit strictement scientifique. Je fais mes petites manipulations dans les débrouillards. Mais en ajoutant une chronique, je pense qu'on est... on porte plus l'accent. Hein? Là, c'est clair, tout le monde va dire oui, les débrouillards, ils en font de la philosophie, les explorateurs aussi. C'est une réflexion qui est d'un autre niveau quand même. Et ça,
on apprend à le faire. Hein? Puis c'est sûr que c'est pas toujours la logique entre les philosophes d'université, puis les rédacteurs en chef ou les rédactrices en chef sur le terrain, puis les dessinateurs. C'est des jonctions à faire qui se font. Et il y a beaucoup de bonne volonté de part et d'autre, mais les logiques ne sont pas la même. La production mensuelle aussi versus... mais ça se fait bien. Puis moi, je suis très, très content à la fois qu'on fasse de la philo chez nous et qu'on ait ce partenariat-là avec des professionnels qui sont avec les enfants puis qui ont la même vision que nous de la société, des enfants, puis de leur potentiel, puis qui veulent œuvrer. Moi, je trouve ça génial. Je suis très, très content. Je suis rendu semi-retraité maintenant. C'est mon poste d'éditeur, je l'ai laissé l'été dernier à mon assistante Isabelle Vaillancourt. Moi, je suis à demi-temps. Ça me permet le lundi matin de prendre l'autobus pour venir à Sherbrooke. C'est super. Mais donc, c'est des projets comme ça que je suis content de laisser et d'aider à développer, mais qui vont, pour moi, ça va toujours rester dans les débrouillards et dans les explos, ça, maintenant. Ben, c'est plus difficile pour moi d'avoir un regard sur les dernières années, comme 30 dernières années de la revue. Mais en fait, ce qui serait spécifiquement philosophique, je pense que c'est qu'on nomme les concepts ou on les... C'est ça, on les... La scénette, on se dit, on aurait pu parler de la peur au niveau psychologique, physiologique, mais on a vraiment l'approche de, ben non, on va réfléchir dessus et on va aller dans les concepts derrière ça. La même chose pour les règles, on aurait pu, je sais pas, en faire les étaler et tout, mais c'était, bon, ben comment sont-elles justes, sont-elles justifiées, et si l'autorité désobéit, est-ce que ça les invalide? Donc, on est dans les retours qu'on fait, on essaie de baigner dans les concepts, les enjeux, puis là, le travail aussi là, de vulgarisation. Oui, puis la peur, c'est un bon exemple, parce que c'est un thème qu'on a déjà traité dans les débrouillards, souvent à l'occasion de l'Halloween, par exemple, mais on le traitait justement sous l'angle physiologique, et puis qu'est-ce qui se passe quand on a peur, mais on ne faisait pas du tout le même traitement qu'on a fait là, dans la chronique des débrouillards. Oui, et alors juste pour rajouter un mot sur cette chronique, sur la peur, par exemple, donc effectivement, on peut aborder la peur d'un point de vue physiologique, des émotions, et quand on va l'aborder d'un point de vue philosophique, on espère que ça va déclencher, au-delà de la bande dessinée, différents types de raisonnements. Pas seulement le raisonnement moral, ici c'est plutôt dans le cas de cette petite bande dessinée, plutôt les questions morales qui étaient mises de l'avant, hein, le courage, la témérité, à quel moment c'est une vertu ou pas d'affronter un danger, mais ça peut avoir des répercussions, c'est ça la beauté de la philosophie avec les enfants, ça va avoir des répercussions pour d'autres types de questionnements. Par exemple, voyons la peur avec la question de la science et avec la question de l'intelligence artificielle. Quand a-t-on de bonnes raisons d'avoir peur d'avoir peur, par exemple, d'une application en intelligence artificielle. Insister sur le fait qu'on peut réduire les peurs quand on accroît notre degré de connaissance. Donc le lien entre les qualités épistémiques ou les compétences épistémiques et puis les vertus de contrôle des émotions. Voilà des questions qui peuvent ensuite effectivement s'appliquer à des enjeux qui sont des enjeux technologiques, mais qui ne sont pas nécessairement présents quand on va faire une chronique sur l'intelligence artificielle en tant que telle. Une application d'intelligence artificielle, ça pose des questions morales, ça pose des questions politiques, mais elles ne sont pas évidentes non plus. Donc ici, la chronique va peut-être rendre possible ce genre de déploiement. Puis il y a des questions politiques évidentes. On sait que la peur, quand c'est corrélé à un manque de connaissances, ça engendre de l'intolérance. Par exemple, pour faire court, hein, là je ne vais pas faire délier tous les liens, mais pour faire court, voilà. Et on cherche un leader fort qui va nous montrer la voie. Absolument, voilà. Donc la boucle est bouclée avec le numéro des fake news, mais donc voilà, la chronique de philosophie va rendre possible un questionnement multiple sur des objets qui sont technologiques, mais pas seulement. Juste comme ça. Au niveau des fiches pédagogiques,
est-ce que vous en faites le lien justement entre, par exemple, la BD sur la peur, puis les liens entre les articles déjà faits au niveau des différents magazines? C'est-à-dire qu'un enseignant qui voudrait aborder cette thématique-là, mais qui voudrait aller jusqu'à expérimenter, est-ce que vous avez pensé à ça, ce coup de main-là supplémentaire à donner? Dans un premier temps, l'enseignant pourrait discuter avec les enfants de l'histoire, puis ensuite, mais si on a peur, qu'est-ce qui se passe? Comme tu disais, au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux expérimenter des choses? Donc, les enseignants ont souvent besoin d'être accompagnés davantage pour vraiment faire le tour de ça, et ça répond aux besoins de certains enfants. Donc, je voulais juste avoir votre avis ou votre vision de la chose. C'est une très bonne idée. Je ne sais pas si vous y aviez déjà pensé avec les rédactrices en chef. Oui, ben Oui. Il y a deux choses. Non, revoir les anciens numéros, on ne l'a pas fait. Voilà, ça, je voulais juste dire ça. Mais ben, après, en fait, dans la fiche pédagogique, il y a les... c'est vraiment basé là, sur le... C'est vraiment pour les enseignants. Et on n'a pas fait de la revue de littérature, mais par contre, il y a des... on fait une espèce de réseau de concepts qui aide finalement l'enseignant à savoir où ça peut aller, là, donc dans quelle voie la discussion peut se diriger. Et ensuite, à partir de ces réseaux de concepts-là, on a sorti plusieurs questions qui y sont liées. Donc, ça guide l'enseignant dans par exemple, si soyez les enfants en cercle, quelles questions il peut utiliser et sur quels enjeux il peut rebondir. Et finalement, pour répondre à la question plus directement, à la fin, il y a une section ou une rubrique qui est pour aller plus loin. Donc, ça peut être des suggestions pour s'exprimer à l'écrit, mais aussi pour faire des recherches, donc qui permettraient de pousser le thème plus loin. Donc, on le pense vraiment comme ça. Et c'est à la fois de l'expression orale et écrite, je dirais, qui est mise de l'avant. Et l'exemple donc la philosophie pour enfants, c'est pas une heure de programme d'enseignement, hein, vous inquiétez pas, probablement que ça n'arrivera pas. Mais en revanche, ça peut être distillé dans les différentes disciplines ou à l'appui des différentes disciplines, des différentes matières qui sont enseignées. Là, dans l'exemple qui est donné, donc pour aller plus loin, on s'est dit que pour la question du courage, ça pouvait aider, par exemple, à faire une recherche historique. Quels sont les personnages historiques qui ont manifesté un certain courage pour prendre une décision qui a fait progresser la société. Alors, par exemple, on donne des suggestions, mais après les enseignants font évidemment comme ils veulent. Mais ici, par exemple, la question du féminisme. Il a fallu des actes de courage posés par un certain nombre de femmes pour que l'égalité soit au moins en progrès significatif. Et donc, par exemple, ça permet de faire une recherche historique ou d'être à l'appui du programme en histoire. Alors, Wollstonecraft, peut-être pas pour les plus jeunes, mais Thérèse Casgrain, on en parle dans le programme d'histoire en 5e année ou en 6e année, je ne sais plus, je crois en 6e année, du primaire. Voilà le type d'activité qu'on peut faire à la suite de la chronique, mais ça peut être effectivement une activité sur la science, sur la biologie, etc. Mais le lien avec les anciens numéros, on ne le fait pas. Juste parce que je pense qu'il faudrait les avoir tous en tête, mais ça pourrait se faire. C'est une bonne suggestion, ça pourrait se faire assez facilement. Ça serait le rôle des rédactrices en chef qui pourraient le faire facilement. Bonjour, merci, ça a été vraiment un plaisir. Ma question porte plutôt sur la formation des enseignants pour ces genres d'approches. En général, les gens ont la tendance à rester dans leur zone de confort. Un prof plutôt lié aux humanités va trouver très intéressant, mettons, parler de la peur, mais il va laisser peut-être de côté l'intelligence artificielle.
c'est une question, je sais que c'est difficile, mais est-ce qu'on peut bâtir, construire ces ponts-là entre les gens qui sont en sciences, les gens qui sont dans les humanités, parce que les profs des sciences ont toujours écarté ou vont approcher un sujet d'une manière très technique. Les gens qui sont en philo, en histoire, en géographie, en SCR, vont essayer de traiter les sujets avec une approche très humaniste, philosophique, mais vont écarter la science. Est-ce que vous croyez qu'on peut finalement s'en parler, bâtir ces ponts-là, former des enseignants pour ça, parce qu'il y a un enjeu de formation là aussi. Les universités, à ma connaissance, on peut avoir des cours de pensée critique ici, là, mais en général, ce ne sont pas les scientifiques qui y vont, les scientifiques des sciences comme la chimie, la bio, parce que je crois qu'ils sont des gens qui vont avoir même de la difficulté pour ce genre d'approche, c'est ce qu'on constate. Donc, ma question, c'est ça. Est-ce que vous croyez qu'on peut, à un moment donné, votre travail, mettons, c'est peut-être déjà un début de possibilités, mais il y a un enjeu de formation pour qu'on ne reste pas écartés les uns des autres, pour qu'on s'en parle, et que finalement, on puisse collaborer et travailler ensemble. Je pense que là, c'est plus destiné à moi. Finalement, l'idée que j'ai vraiment mise en avant aujourd'hui, c'était l'engagement des institutions. Il faut qu'il y ait des institutions derrière pour appuyer ces mouvements de société. Il faut qu'il y ait des universités qui décident que ça devienne une priorité. En l'occurrence, et je parlerai de mon institution, François pourra parler de l'Université de Sherbrooke, où il y a beaucoup d'activités en philosophie pour enfants aussi. L'Université de Montréal a fait de ce projet une priorité, au point qu'un cours de philosophie pour enfants va être proposé dès l'année 2018-2019, et que ce cours est intégré à la formation des enseignants à la faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Donc, on est engagé, et ça c'est possible uniquement s'il y a des gens responsables des institutions qui ont envie d'aller dans cette direction, dans ce sens-là. Alors, en l'occurrence, un de ceux qui a appuyé le projet fortement, on va prononcer son nom une deuxième fois aujourd'hui, c'est Frédéric Bouchard, le président de l'ACFAS, mais qui est aussi mon doyen à la faculté des arts et des sciences, et qui considère qu'il faut intégrer la dimension de réflexion philosophique à la recherche scientifique. J'ai envie de dire qu'il faut faire aussi l'inverse, et il en est absolument convaincu, associer la réflexion scientifique à la recherche ou à la réflexion philosophique en général. Alors ensuite, comment ça se passe concrètement? Parce que là, il y a des situations d'enseignement qui sont très différentes quand on parle des enseignants du primaire, les enseignants du secondaire et ceux du cégep. Au cégep, les questions, je laisserai ton intervenant de la conférence prochaine en parler, c'est beaucoup plus compliqué de faire travailler ensemble des gens qui sont en sciences ou plutôt dans les humanités. C'est compliqué, c'est pas impossible. Mais c'est compliqué. C'est en tout cas pas ce que moi je chercherai à faire et ce que le programme qu'on met en place va chercher à faire dans un premier temps, c'est-à-dire résoudre des enjeux spécifiques au cégep. En revanche, pour les écoles primaires, je crois que c'est plutôt simple à faire. Oui, il y a des sensibilités des enseignantes, des enseignants plutôt littéraires, plutôt scientifiques, mais quand on bénéficie d'un enseignement qui offre justement différentes méthodes d'approche, je crois qu'on rend aussi les enseignants en capacité, d'abord en confiance et en capacité de faire des ateliers. Donc la philosophie pour enfants, encore une fois, c'est pas une heure dans le programme, mais c'est en soutien à. Donc de faire des ateliers qui vont être en soutien d'une démarche scientifique ou en soutien d'un enseignement historique, ou encore en soutien d'une activité littéraire. D'accord ? Au secondaire, on est entre les deux. Il y a des enjeux qui sont liés. Enfin, on a les.
certains problèmes du cégep et certaines solutions du primaire. C'est un petit peu entre les deux. Mais je crois d'abord qu'il n'y a pas de solution miracle, mais ça, on en est tous convaincus. On offre juste des outils nouveaux, des outils supplémentaires, et maintenant avec de nouveaux centres de formation. Encore une fois, la faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal offre cette possibilité de suivre des cours de philosophie pour enfants, et il y en a un, mais il y en aura d'autres qui vont être proposés, plus pratiques. Eh bien, ça va changer, je crois, ça va changer la donne, ça va changer les choses. De questions brûlantes. Alors, je vous demande de remercier notre conférencière et nos conférenciers. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Ah oui, merci. Attendez, avant d'applaudir, je vous dis, donc, le 22 février, une prochaine rencontre, 10h, encore ici. Donc, on va parler de pensée critique au collégial. Maintenant, on applaudit. Merci.